Dimanche soir, c'était censé être une tentative de réconciliation, de rapprochement, mais ça a fini par se transformer en quelque chose de complètement différent. Je suis Jacques Lefebvre, professeur d'université de 45 ans, marié à Marie depuis plus de 10 ans, père de 2 jeunes enfants, et jusque-là je pensais que la stabilité de ma vie de famille était un roc solide, même si récemment, des fissures avaient commencé à apparaître. Mais cette nuit-là, ces fissures se sont étendues en quelque chose de bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. J'avais organisé un dîner spécial. Ce n'était pas une occasion ordinaire. Je voulais que ce soit le moment de restaurer ce qui semblait être perdu. Nos enfants, Clément, 8 ans, et Amélie, 6 ans, étaient devenus de plus en plus distants, absorbés dans leur petit monde d'enfants, tandis que Marie et moi avions perdu la complicité qui nous avait toujours unis. J'ai pensé qu'une soirée en famille, loin des distractions, pourrait être le début de quelque chose de mieux. Dès le début, cependant, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Il y avait une tension dans l'air que je ne pouvais pas expliquer, quelque chose de subtil qui nous éloignait les uns des autres, même à la même table. J'ai essayé de maintenir la conversation fluide, mais nos enfants étaient étrangement silencieux. Leur silence était troublant. C'est à ce moment-là que les sons ont commencé. Au début, ils étaient à peine perceptibles, comme un léger grattement, un bruit étouffé qui semblait provenir de l'intérieur des murs. J'ai regardé Marie, qui a froncé les sourcils, mais n'a pas commenté. Au fur et à mesure que nous versions le vin et que le dîner se déroulait, les sons continuaient, prenant de la force. Un son rythmé et constant, comme quelque chose de vivant qui se déplace derrière la surface. Cette fois, même les enfants semblaient le remarquer, la tête se tournant involontairement sur les côtés de la pièce. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda Clément, d'une voix petite mais pleine de malaise. J'ai essayé de l'écarter, disant que c'était probablement juste la vieille maison qui s'adaptait au froid de la nuit, mais le bruit n'était pas courant. Il y avait quelque chose d'irrégulier en lui, quelque chose intentionnel. Marie se leva la première, marmonnant qu'elle allait voir d'où venait le son. Je l'ai suivie jusqu'au sous-sol, car c'était de là que le bruit semblait être le plus fort. La lumière vacilla au moment où nous descendîmes, comme si quelque chose dans la maison résistait à notre présence. Le sous-sol a toujours été un espace que nous évitions, gardant des souvenirs poussiéreux, des déchets oubliés. Alors que Marie éclairait le chemin avec une lampe de poche, j'ai ressenti une présence oppressante dans cet espace. Elle s'arrêta brusquement, pointant du doigt un coin sombre. Il y avait une petite ouverture dans le mur, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, comme si la maison avait caché ce secret pendant des années, attendant le bon moment pour le révéler. Nous nous sommes approchés de l'ouverture et le son est devenu plus clair, un bruit rythmé et répétitif, comme si quelque chose raclait doucement les parois intérieures. « Ça ne peut pas être normal », murmura Marie, la voix basse et tremblante. J'ai regardé par l'ouverture et j'ai vu ce qui semblait être des trous creusés dans la structure de la maison, de minuscules tunnels, comme si quelque chose s'y était déplacé, d'une manière organisée et méticuleuse. Pendant ce temps, les bruits dans la maison continuaient. Je savais qu'on ne pouvait pas les ignorer, mais ce qui me dérangeait, c'était à quel point le comportement de Clément et d'Amélie avait radicalement changé. Au moment où nous sommes remontés à l'étage, ces expressions avaient changé. Ils étaient immobiles à la table, les yeux fixes, sans cligner des yeux, fixant quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Un frisson m'a parcouru le dos. J'ai essayé de leur parler, mais c'était comme s'ils ne m'entendaient pas. Marie, de plus en plus effrayée, touche l'épaule de Clément, mais celui-ci s'éloigne, comme s'il était guidé par une force invisible. C'est alors que la lumière s'est complètement éteinte, nous plongeant dans l'obscurité. Le silence qui s'ensuivit fut insupportable. Ce n'était pas un silence ordinaire, c'était dense, suffocant, comme si nous étions surveillés de près. Soudain, le bruit sur les murs s'intensifia, non plus un grattage, mais quelque chose de plus agressif, comme des coups sourds de l'intérieur de la maison, résonnant à travers le plafond et les murs, tandis que des pas légers résonnaient sur le parquet, comme si plusieurs petites silhouettes couraient d'un côté à l'autre. Le désespoir s'empara de Marie.
Elle a essayé d'appeler la police, mais le téléphone était mort. L'obscurité et le bruit ont transformé la maison en prison. J'ai marché lentement vers la pièce principale, essayant de rester calme. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que nous ne comprenions pas encore. Au milieu de cette folie, un souvenir fragmenté a émergé. Il y a des années, lorsque nous avons emménagé, un vieux voisin avait commenté l'histoire de cette maison. Pendant l'occupation nazie, plusieurs maisons de Paris ont été utilisées comme cachettes ou même comme prisons informelles, avec des tunnels reliant les maisons souterraines. Mais cela semblait n'être qu'une rumeur, jusqu'ici. Avec la lampe de poche à la main, je suis retourné au sous-sol. Marie était derrière moi, désespérée, tenant dans ses bras l'un de ses enfants, tandis que l'autre restait immobile dans la chambre. Je savais que quelque chose n'allait pas avec ce mur, et plus nous enquêtions, plus la terreur se rapprochait de nous. J'ai trouvé une vieille carte qui montrait la structure souterraine de notre maison, révélant qu'elle se trouvait au sommet d'un réseau complexe de tunnels, certains utilisés comme cachettes pendant la guerre. Qu'est-ce qui s'y déplaçait? La réponse est venue rapidement et brutalement. Le mur finit par céder, révélant un espace caché. Là, blotti et mal identifié, se trouvait ce qui semblait être le squelette de quelqu'un. Un survivant des temps sombres, une victime d'un passé oublié. Mais ce n'était pas ce qui nous terrifiait. C'était ce qu'il y avait à l'intérieur des murs. Quelque chose qui s'était réveillé après des décennies d'oubli. Marie se mit à pleurer, serrant Clément plus fort, tandis que moi, impuissant, je regardais l'horreur déterrée. Le bruit sur les murs cessa brusquement, comme s'il eût été satisfait de la découverte. Mais ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Clément et Amélie se mirent à murmurer des mots qui n'avaient aucun sens, comme s'ils répondaient à quelque chose qu'ils étaient les seuls à entendre. Nous ne pouvions plus le nier. La maison, ses secrets, les tunnels, tout était vivant d'une manière ou d'une autre, éveillé. Le dîner de famille que j'avais espéré restaurer notre harmonie a fini par nous détruire. Ce qui a commencé comme une tentative de réconciliation familiale s'est terminé par l'effondrement de tout ce que je pensais savoir. Je ne sais pas si je pourrais un jour regarder cette maison, ma famille, de la même manière. Quelque chose a été déterré cette nuit-là, quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé. Ce voyage devrait être une pause bien méritée. Je ne suis pas le genre de personne qui s'accorde beaucoup de temps libre, mais j'en avais besoin. Un week-end à la montagne, pas de téléphone, pas d'échéance, juste moi, mon mari et nos 2 enfants. Le chalet, situé dans un coin reculé de Charlevoix, semblait être le choix idéal pour se détendre et raviver l'unité familiale, qui avait été affaiblie par les rythmes frénétiques de la ville. Quand nous sommes arrivés, la cabane était exactement comme je me souvenais de la dernière fois que nous l'avons louée, il y a des années. Il avait un charme rustique, avec des boiseries anciennes mais fermes. L'isolement était parfait. Dehors, un paysage blanc et paisible. L'air glacial du Québec nous fendait le visage, mais la chaleur de la cheminée fraîchement allumée nous enveloppa bientôt. En regardant les enfants jouer avec Philippe, je me suis senti soulagé. Enfin, un moment pour nous tous de nous déconnecter. Les premières heures se sont écoulées tranquillement, mais à la tombée de la nuit, le temps a tourné. Le blizzard est arrivé plus tôt que prévu, recouvrant rapidement tout ce qui se trouvait autour de la cabane d'une couverture dense et menaçante. J'ai ressenti un frisson, mais j'ai essayé de l'ignorer. C'est juste une tempête, ai-je pensé. Nous y étions préparés, n'est-ce pas? Il y avait assez de nourriture, la cheminée brûlait et la cabane, bien que vieille, semblait en sécurité. Juste après le dîner, la lumière a fait sa première fissure avant de s'éteindre complètement. Les enfants ont commencé à se plaindre, la peur visible dans les yeux de chacun. Philippe, toujours optimiste, prend une lampe de poche et allume des bougies. « Ne vous inquiétez pas, ça va être amusant. Un week-end à l'ancienne, hein ?» Mais le sourire sur son visage ne cachait pas sa nervosité. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la chaleur de la cheminée devenait de plus en plus cruciale. La tempête hurlait dehors, le vent s'écrasant violemment contre les fenêtres.
La cabine semblait craquer sous le poids de la neige accumulée. J'essayais de lire un livre à la lueur d'une bougie, mais mes yeux dérivaient constamment vers l'obscurité derrière les fenêtres. Quelque chose n'allait pas, un sentiment d'être observé. Il a rejeté la pensée comme étant de la paranoïa causée par l'isolement, jusqu'à ce que je le voie. Au début, c'était une lueur faible et lointaine, comme si quelque chose vacillait entre les arbres neigés. Peut-être que c'est le reflet de la glace, ai-je pensé. Mais quand la lueur est revenue, cette fois plus proche, accompagnée d'un son qui ne semblait pas naturel, je me suis figé. Ce n'était pas le vent. « Philippe, murmurai-je pour ne pas effrayer les enfants, tu as vu ça ?» Il s'approcha de la fenêtre, mais ne vit rien d'autre que de la neige qui tombait. « Ce doit être ton imagination, a-t-il dit, essayant de paraître indifférent. Mais le léger tremblement dans sa voix n'est pas passé inaperçu pour moi. Je savais qu'il y avait quelque chose là-bas. Quelques heures plus tard, les enfants s'endorment enfin. La chaleur de la cheminée luttait contre le froid implacable. J'étais sur le point de m'assoupir quand un bruit fort m'a fait sursauter. C'était comme si quelque chose avait égratigné le côté de la hutte, un bruit profond et déchiré qui résonnait à travers les murs en bois. Philippe se leva d'un bond, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'était » Il a chuchoté, sachant déjà que je n'avais pas la réponse. Je suis allé à la porte et je me suis arrêté. Mes pieds nus gelaient sur le parquet, mais je remarquais à peine le froid. Quand j'ai ouvert le rideau de la petite fenêtre à côté de la porte, j'ai senti le sang couler de mon visage. Il y avait de profondes marques sur le bois à l'extérieur, comme si quelque chose ou quelqu'un avait essayé de rayer l'entrée. Philippe, derrière moi, gardait le silence. Il savait maintenant que ce n'était pas seulement une tempête. Il y avait quelque chose là-bas. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il a crié, mais je n'ai pas eu de réponse immédiate. Un second son, plus proche cette fois. Quelque chose tournait autour de la cabane, comme un prédateur rôdant dans sa proie. Ma respiration était irrégulière, mon cœur s'emballait. Je devais protéger ma famille. Je devais garder tout le monde en vie. Puis vint le bruit le plus terrifiant de tous, un grognement sourd et profond qui se répercuta dans la cabine comme un tonnerre étouffé. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de rassembler mon courage. Je ne pouvais pas céder à la peur. Quand j'ai rouvert les yeux, Philippe regardait la vitre avant. « Claire, dit-il d'une voix tremblante, il y a quelque chose. Dehors, en m'approchant, le cœur battant dans ma gorge, j'ai vu. La forme sombre et énorme de quelque chose qui ressemblait plus à une ombre difforme que n'importe quelle créature que j'avais jamais vue. Il était immobile, les yeux brillants dans l'obscurité, observant. Le silence était écrasant. Pas d'autre bruit que le vent à l'extérieur et le crépitement de la cheminée. Puis, comme si on lui donnait un ordre silencieux, la chose avança, s'écrasant contre la fenêtre avec une force énorme. Le verre s'est fissuré, mais il ne s'est pas brisé. Philippe a couru pousser un meuble contre la fenêtre, tandis que je tenais la hachette, ne sachant presque pas quoi faire. Les enfants se réveillaient, pleuraient. La panique se répandait rapidement dans la cabine. Le bruit de la chose à l'extérieur est devenu frénétique, essayant d'entrer par tous les moyens. « Nous avons besoin d'un plan !» cria Philippe en sueur, la voix pleine de désespoir. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver une solution. La chaleur. La chose semblait attirée par la chaleur. J'ai pris une couverture et l'ai roulée en m'approchant de la cheminée. Philippe a compris ce que j'avais l'intention de faire et a hoché la tête. J'ai allumé la couverture avec la flamme, la jetant par la porte ouverte de la cabine. Le feu allumé attira la créature, qui sortit par la fenêtre et s'avança dans la lueur. Le bruit de pas lourds dans la neige qui s'éloignait fut un soulagement momentané. Mais nous savions que cela ne durerait pas. Avec ce qui nous restait de force, nous avons empilé des meubles contre la porte et les fenêtres, tenant la créature à distance assez longtemps. La tempête à l'extérieur a continué à rugir, mais finalement le bruit du prédateur a disparu. La cabine semblait enveloppée d'un silence étouffant. J'ai regardé ma famille, encore en vie, mais transformée. Je savais que nous ne verrions jamais cet endroit de la même manière. Cette nuit-là, c'était la dernière fois que nous allions envahir un territoire qui appartenait clairement à une autre force, quelque chose d'inhumain et de primitif qui n'aurait pas dû être perturbé.
L'ancienne ferme de la famille Müller se dressait comme un monument à la décrépitude. Ses murs étaient recouverts de lierre et le bois était sombre et patiné. Quand j'arrivais, au crépuscule, un épais brouillard commença à se dissiper, enveloppant l'endroit d'un manteau de mystère et de désolation. Le murmure du vent semblait faire écho aux rires passés, mais l'atmosphère était loin d'être accueillante. C'était l'ombre de ce qu'il avait été auparavant, un refuge désormais inhabité qui recelait de sombres secrets. Je suis Hans Müller, le patriarche de la famille, et à 45 ans, j'étais l'aîné des 3 frères. Depuis le décès de nos parents, le poids de la responsabilité est tombé sur mes épaules, et maintenant, j'avais la tâche ingrate d'organiser cette réunion pour discuter de l'avenir de la propriété. Mes sœurs Anja et Greta sont venues de différentes villes, chacune accompagnée de son conjoint et de ses enfants, créant ainsi une toile de fond parfaite pour la tension. L'objectif était clair, vendre la ferme et passer à autre chose. Cependant, les souvenirs cachés qu'elle gardait étaient sur le point d'émerger et de transformer notre rencontre en une horreur psychologique. Lorsque nous sommes entrés dans la maison, l'air était imprégné d'une odeur de moisi, un mélange de nostalgie et de désespoir. Anja, toujours pragmatique, a commencé à se disputer sur la valeur vénale de la propriété, tandis que Greta, la cadette, avec son esprit rebelle, insistait pour que la ferme soit préservée, héritage de notre enfance. Dès le début, l'atmosphère était chargée de petits désaccords, de paroles prononcées au milieu de sourires forcés, comme si chacun essayait de sauver les apparences, alors que les secrets de famille n'étaient que déguisés, pas oubliés. Pendant le dîner, les conversations sont devenues plus sombres. Le ton de la voix s'est amélioré à mesure que nous commencions à nous rappeler les anciens incidents qui avaient marqué notre enfance. Il y avait un sujet que tout le monde évitait, la mort mystérieuse d'une femme de chambre qui avait disparu alors que nos parents étaient encore en vie. À ce moment-là, alors que les enfants exploraient la maison, ne sachant pas ce qui se passait réellement, des souvenirs inconfortables ont commencé à refaire surface. Les enfants, agités et curieux, ont découvert un passage secret vers le sous-sol. Les rires se changèrent bientôt en cris lorsqu'un vieux cahier, dont les pages avaient été arrachées, et des vêtements qui semblaient appartenir à quelqu'un bien avant notre époque furent apportés dans la pièce. L'image d'une femme, de la servante disparue, hantait mon esprit, mais j'essayais de rester calme. Comme le patriarche, mon besoin de maintenir la paix est devenu presque palpable. Quand Anja a commencé à se demander pourquoi nous n'avions jamais parlé de l'incident, l'atmosphère est devenue encore plus tendue. L'accusation selon laquelle j'en savais plus que ce que je disais m'a fait battre le cœur. Le regard d'Anja était rempli de suspicion, et la pièce sembla se rétrécir à mesure que les mots lourds se répandaient. Les enfants, ne comprenant toujours pas la gravité de la situation, ont apporté d'autres objets du sous-sol, révélant des secrets enfouis. La tension a finalement explosé quand Anja m'a directement accusé de cacher la vérité. « Tu sais ce qui lui est arrivé, Hans ?» cria-t-il, les yeux brillants d'indignation. L'environnement est devenu oppressant, et ce qui était censé être une réunion de famille s'est transformé en un tribunal de poursuite. À ce moment-là, une vague de désespoir m'a envahi. Les mots étaient sur le point de sortir, mais j'ai hésité, car je savais que ce que j'avais à dire pouvait détruire encore plus nos liens. La situation n'a fait que se détériorer. Ce qui a commencé comme une simple réunion de famille pour discuter de la vente de la ferme s'est rapidement transformé en chaos. Les accusations sont devenues plus intenses. « Vous l'avez tué, n'est-ce pas ?» dit Greta avec un regard terrifié. La nuit n'était plus une réunion de famille, mais un cauchemar de révélations et de peur émergeant de l'obscurité. La chaleur de la discussion commença à se mêler au froid de la pièce, comme si la maison elle-même respirait sous l'effet de la tension croissante. Et puis, comme coup de grâce, les enfants ont apporté des vêtements qui avaient l'air humains, des restes qui n'auraient jamais dû être retrouvés. Sur le cahier, il y avait quelque chose d'écrit, des mots qui semblaient résonner dans mon esprit comme un murmure. La révélation était insupportable. Anja et Greta se tenaient devant moi, les yeux écarquillés, attendant une réponse, mais il n'y avait aucun moyen de justifier ce qui s'était passé.
J'avais le cœur lourd comme une ancre, et je savais que tout s'écroulait autour de moi. C'était un accident, criai-je en essayant de me défendre. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Mais les mots sont tombés dans l'oreille d'un sourd. La confiance qui avait existé entre nous a été brisée. À chaque mot, à chaque cri, j'avais l'impression qu'un tissu sombre recouvrait notre famille, nous déchirant une fois pour toutes. Nous avons essayé de sortir de la ferme, d'échapper à l'atmosphère suffocante qui s'était installée, mais la porte était fermée à clé. La voiture ne fonctionnait pas, les clés avaient disparu. La réalité a commencé à s'installer. Nous sommes restés coincés ici jusqu'à l'aube. La peur est devenue une présence constante, une ombre qui nous suivait à chaque mouvement. Les voix autrefois joyeuses étaient devenues des lamentations, et le lieu qui était censé être notre refuge était devenu une prison de nos propres secrets. L'aube est venue, et avec elle le silence. L'air était lourd de la tension non résolue et du poids de nos secrets non dits. Ce qui restait de notre unité familiale s'est désintégré. En regardant dans les yeux de mes sœurs, je n'ai vu que l'écho d'un amour perdu, le désespoir devenant un cri assourdissant dans nos cœurs. La ferme, autrefois remplie de rires, était maintenant un mausolée de souvenirs et de regrets. Le lendemain matin, quand nous avons finalement réussi à sortir, tout avait changé. La vente de la propriété n'a plus d'importance. Les liens qui unissaient autrefois la famille étaient maintenant déchirés. Les visages que l'on connaissait autrefois étaient maintenant étranges, et le souvenir de la nuit précédente nous pesait comme un sombre manteau. Moi, Hans Müller, le patriarche, j'étais maintenant un homme isolé, sans famille, sans lien. Je savais que le poids de mon secret avait été révélé, mais au prix de la destruction de tout ce que j'avais construit. La ferme, devenue une ruine de souvenirs, nous regardait s'éloigner, ses murs retenant les voix de nos discussions et les murmures d'un passé que nous ne pourrions jamais effacer. L'horreur psychologique qui a émergé cette nuit-là allait devenir une partie de nous, une tâche qui nous accompagnerait pour le reste de notre vie. Alors que nous nous éloignions de notre héritage, les mains vides et le cœur lourd. En cette nuit d'automne, la maison de campagne de la famille Rossi, nichée dans les collines toscanes, ressemblait plus à un personnage qu'à un décor. Le soleil se coucha lentement, enveloppant l'ancienne structure de pierre d'un manteau doré qui ne pouvait cacher la décomposition derrière les murs. À chaque pas que je faisais vers la porte, je ressentais le poids de l'histoire familiale, ses joies et ses peines, et surtout le désir que la célébration de l'anniversaire de mon père Enrico soit un moment d'unité et de réconciliation. Je suis Maria Rossi, la fille aînée, et pendant longtemps je me suis considérée comme la tutrice de la famille. Mais cette responsabilité a commencé à me sentir comme un fardeau. L'odeur de moisi qui flottait dans l'air semblait crier pour des souvenirs oubliés. Et chaque craquement du plafond me rappelait que le temps avait laissé sa marque non seulement sur la maison, mais aussi sur nous. Enrico, aujourd'hui âgé de 68 ans, était assis au bout de la table, le regard lointain, comme s'il naviguait sur des mers inexplorées. Les enfants de mon frère, Carlo, couraient dans la maison, riant et plaisantant, une scène qui était censée apporter de la joie, mais au lieu de cela, elle m'a serré le cœur. Dans un coin de la pièce, Luca, mon mari, était plongé dans ses pensées. Je savais qu'il avait l'esprit bien loin, qu'il pensait aux dettes qui pesaient sur nous et à son insistance à vendre la maison pour se débarrasser des contraintes financières. Lorsque nous nous sommes assis à table, les souvenirs d'enfance ont commencé à couler comme du bon vin. Vous vous souvenez des nuits où nous racontions des histoires pendant que le vent hurlait dehors ? Demandai-je, essayant d'allumer une étincelle de nostalgie. Mais ce qui était censé être un moment de célébration allait bientôt devenir un champ de bataille. Pourquoi n'avez-vous jamais osé vivre en dehors d'ici, Maria ? Interrogea Carlo, la voix pleine de mépris. Vous auriez pu faire tellement plus de votre vie. Ces paroles ont coupé comme un couteau. Les souvenirs de mon père qui me soutenait toujours, préférant Carlo en tout, revenaient très fort. J'avais besoin de rester calme, mais la frustration s'accumulait en moi, une cocotte minute sur le point d'exploser.
La conversation s'est poursuivie et la tension a augmenté lorsque nous avons parlé de rêves et d'attentes non réalisées. Pendant ce temps, mes enfants, lassés par les conversations des adultes, ont décidé d'explorer la maison. L'un d'eux, Lucas, l'aîné, a apporté une clé qu'il a trouvée sur la table d'entrée. « Maman, nous avons trouvé une pièce fermée à clé !» s'exclame-t-il avec l'excitation de quelqu'un qui découvre un trésor. Avant que je puisse intervenir, les enfants ont ouvert la porte de l'ancien bureau d'Enrico. Le bruit des papiers qu'on fouillait dans le couloir et un frisson me parcourut le dos. Je connaissais ces lettres, ces souvenirs qui n'étaient pas destinés à être mis en lumière. Les enfants de Carlo ont commencé à lire à haute voix. « Cher Enrico », commençait l'une des lettres. Mon cœur s'est emballé. À chaque mot, l'atmosphère dans la pièce devenait plus lourde. Les secrets que mon père gardait, la maîtresse qu'il avait eue pendant des années, tout a commencé à se dérouler. Le regard de Carlo se transforma en un mélange d'incrédulité et de colère. « Comment as-tu pu, papa ?» Il se tourna vers Enrico, la voix tremblante. « Vous avez trahi notre mère, vous avez trahi la confiance de nous tous. » L'atmosphère est devenue insupportable, et j'ai eu l'impression d'être tous sur un champ de bataille, nos mots comme des balles qui frappent la tête. Enrico, avec sa faiblesse physique et émotionnelle, est resté silencieux. L'homme qui avait été le pilier de notre famille semblait maintenant comme un spectre, le regard perdu dans un abîme de regrets. Lucas, pour sa part, semblait plus préoccupé par son avenir financier que par son avenir émotionnel. « Nous pouvons vendre cette maison et laisser tout cela derrière nous », a-t-il suggéré, la voix froide et calculatrice. Les mots de Lucas étaient comme de l'acide sur mes blessures. Je ne voulais pas vendre la maison. Je ne voulais pas transformer notre maison en une marchandise. Mais ce que je voulais vraiment, c'était un père qui s'était battu pour sa famille, qui ne nous avait pas apporté ce poids. Les accusations ont continué à affluer et le chaos s'est ensuivi à la table. Dans cette tempête de mots, j'ai vu ce que j'avais toujours craint, la destruction de tout ce que nous tenions autrefois pour sacré. Et puis, comme si la maison elle-même ressentait le poids des révélations, Enrico commença à se tortiller sur sa chaise. Le temps a semblé s'arrêter alors que je regardais son visage perdre sa couleur. « Papa !» criai-je, mais ma voix était engloutie par la panique. En quelques secondes, il s'effondra sur la table, l'assiette de nourriture lui glissant de la main. Le choc a traversé la pièce comme une vague. Les combats cessèrent brusquement et il ne restait plus qu'un silence oppressant et pesant. La maison, qui était censée être un symbole d'unité, était devenue un tombeau de souvenirs et de regrets. Au moment où le médecin est arrivé, il était trop tard. Enrico est parti, nous laissant avec un héritage de douleur et de ressentiment. Alors que les proches se dispersaient, il n'y avait plus les rires des enfants, mais seulement la triste réalité de la perte. La maison de campagne a été abandonnée. Personne ne voulait y retourner. Ce qui aurait dû être notre refuge, un espace d'amour et d'unité, est maintenant un monument au désespoir et au silence. La relation entre Carlo et moi, qui était déjà fragile, s'est brisée. La trahison et la mort d'Enrico ont laissé des cicatrices qui n'ont pas pu être guéries. Les années ont passé, mais la douleur de cette nuit résonne encore dans mon esprit. Chaque fois que je regarde les collines de la Toscane, je ressens un pincement dans mon cœur. La maison était devenue un symbole de tout ce que nous ne serions jamais. Une famille unie, capable de pardonner et d'aller de l'avant. Au lieu de cela, nous portons le poids des secrets et des trahisons, un fardeau qui nous accompagne partout où nous allons. Dans la pénombre de la maison isolée où j'ai grandi, les murs recélaient des secrets que je préférais oublier. À chaque anniversaire, un nouveau fardeau s'ajoutait à l'ancien. Et maintenant, à 35 ans, la responsabilité d'offrir une journée parfaite à ma mère, Margaret, me consumait. La nuit s'annonçait magique, même si les tensions familiales planaient toujours comme un nuage noir. Chaque membre de la famille avait sa propre histoire, et les rancunes accumulées au fil des ans sont devenues plus évidentes à des dates comme celle-ci. Henri, mon fils de 6 ans, a sauté autour de la table avec excitation. Son innocence était un phare au milieu de la tempête d'émotions qui menaçait de nous engloutir.
En rangeant la vaisselle, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les ombres dansantes sur les murs, comme si la maison respirait, attendant quelque chose qui n'était pas d'humeur à être accueilli. Margaret arriva à l'heure, son sourire illuminant la pièce, mais la tension ne tarda pas à s'installer lorsque sa sœur, Susan, fit une entrée triomphale. Le regard de mépris qu'il a échangé avec mon frère, James, n'est pas passé inaperçu. L'atmosphère chargée devenait de plus en plus lourde à mesure que nous nous asseyions à la table. L'odeur du rôti parfumait l'air, et je fis de mon mieux pour garder la conversation légère. Au fur et à mesure que le dîner avançait, les lumières ont commencé à s'éteindre. D'abord un clignement des yeux, puis un autre, jusqu'à ce que finalement, l'obscurité s'empare de la maison. Un silence oppressant a suivi la panne de courant, et un sentiment de claustrophobie s'est installé. L'obscurité n'était pas seulement l'absence de lumière, c'était palpable, presque comme une présence qui se déplaçait entre nous. Ce n'est qu'une panne de courant, j'ai essayé de rassurer tout le monde, mais ma voix tremblait. Henry était à côté de moi, et je pouvais entendre sa respiration rapide. Lui, cependant, avait l'air différent. Avec un regard mêlant curiosité et crainte, il se mit à murmurer quelque chose, comme s'il parlait à quelqu'un qui n'était pas là. Mon cœur s'est emballé quand j'ai réalisé que son expression était celle de l'enchantement. « Henry, chéri, qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je, essayant de rester calme. Il ne répondit pas, continuant simplement à regarder un coin de la pièce. C'est alors qu'une vague de froid a traversé la pièce, nous faisant tous frissonner. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale et l'instinct protecteur me saisit. Il y avait quelque chose de plus qu'une simple panne de courant. Les ombres ont commencé à se tordre, formant des formes indistinctes qui semblaient s'approcher de nous. C'était comme si la maison elle-même se nourrissait de notre peur. Un murmure fendit le silence, et un froid glacial enveloppa mon corps. Les voix de ma famille ont commencé à résonner, déformées et dénuées de sens. Et puis, dans un moment de pure confusion, l'une des ombres s'est matérialisée sous la forme de l'un des invités, mon oncle Richard. Ses yeux étaient vitreux et un sourire sinistre se forma sur ses lèvres. La présence démoniaque s'était emparée de lui, et il se mit à rire, un rire qui n'était pas humain. Le chaos s'est ensuivi à la table, avec des cris et des tentatives pour le contenir. Margaret commença à réciter des prières, mais ses paroles furent englouties par le rire grotesque de Richard. J'avais l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. « Henry, viens avec moi !» criai-je en l'attirant à mes côtés, mais il était paralysé, comme sous le charme de cette entité. « Henry, tu dois t'en sortir !» Mais il regardait Richard avec admiration, comme hypnotisé. La présence démoniaque a commencé à se manifester physiquement, et la pièce a été remplie d'une énergie oppressante. La lumière qui vacillait encore semblait être une sorte de reflet déformé de la réalité, comme si le temps et l'espace étaient façonnés par quelque chose de maléfique. La tension s'est accrue lorsque Richard a commencé à réciter des mots dans une langue qui n'était pas de ce monde, invoquant quelque chose qui était bien au-delà de ce que nous pouvions comprendre. La famille paniquait, mais la lutte pour la santé mentale semblait stérile. Je ne comprenais pas ce qui se passait, seulement que nous devions sortir de là le plus vite possible. Une voix murmurait dans mon esprit, essayant de me convaincre d'abandonner mon fils. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. À mesure que l'obscurité grandissait, le désir de protéger Henry se renforçait. « Vous avez besoin d'un sacrifice », insista la voix, sa présence devenant de plus en plus insupportable. Richard, ou celui qui s'occupait de lui, se tourna vers moi, les yeux noirs comme le vide. Il m'a regardé, et dans ce regard, il y avait une promesse de douleur. Quelqu'un devra payer. L'atmosphère dans la pièce est devenue de plus en plus oppressante, et l'obscurité a commencé à se solidifier, formant des griffes qui semblaient vouloir m'attraper. Je devais lutter contre cette influence. Sur un coup de tête, j'ai jeté un bocal en verre contre le mur, et le bruit du verre brisé a résonné comme un cri dans la nuit. Tout le monde regarda, et le moment de distraction fut suffisant pour qu'Henry bouge enfin. « Maman !» il cria, sa voix résonnant comme une lumière dans l'obscurité. J'ai couru vers lui, mais l'ombre que possédait Richard s'est déplacée rapidement avançant vers moi.
J'ai concentré toutes mes forces sur mon corps et j'ai repoussé Henry, essayant de protéger mon fils à tout prix. Le combat a été brutal. Richard s'avança, sa force surnaturelle s'intensifiant. J'ai essayé d'esquiver, mais la présence démoniaque était comme une tempête. Les murs de la maison semblaient palpiter, et je savais que ce combat n'était pas seulement physique. C'était une bataille pour notre santé mentale, pour notre vie. Alors que j'essayais de tenir Richard à distance, une vague de douleur a parcouru mon corps. « Fais un sacrifice, Abigail », murmura de nouveau la voix, plus insistante. L'idée de perdre quelqu'un était insupportable, mais l'enjeu était bien plus grand. L'ombre autour de moi semblait se nourrir de ma peur, et un choix s'est formé dans mon esprit. Sacrifier l'un de mes proches ou les perdre tous. La nuit de célébration s'est rapidement transformée en un rituel sombre. Tout le monde autour de moi était perdu dans sa propre bataille, et à ce moment-là, j'ai réalisé que certains liens familiaux étaient écrits dans le sang. Chaque respiration devenait plus difficile, et les ombres semblaient se déplacer frénétiquement. « Richard !» j'ai crié, ma voix se brisant d'urgence. « Combattez-le, tu n'es pas lui. » Mais le rire qui résonnait dans sa bouche était celui de quelque chose qui n'était plus humain. Il a commencé à avancer, et j'ai pu voir la gloire de la perdition dans ses yeux. C'est alors que Margaret se leva, sa voix tranchante résonnant dans l'air. « Assez !» a-t-elle crié. La présence environnante semblait hésiter, même si ce n'était que pour un bref instant. Sa détermination a semblé résonner, et je l'ai vue comme la femme forte qu'elle avait toujours été. Le regard déterminé, elle se tourna vers Richard, et sa voix s'éleva dans une prière ancestrale, un appel à la protection. La lumière sembla vaciller et la présence démoniaque hésita. Il n'en fallait pas plus pour agir avec cette faiblesse. « Henry, viens avec moi !» J'ai crié et j'ai éloigné mon fils de la scène chaotique. J'avais besoin d'arriver à la porte, j'avais besoin de sortir de cet endroit. Mais en un instant, la réalité s'est effondrée. Le temps s'est arrêté alors que la présence démoniaque se précipitait vers nous. Le sacrifice était sur le point d'être accompli, et la maison, avec ses murs anciens, semblait se réjouir de la ruine imminente. Avant que je puisse réfléchir, quelque chose m'a coupé le bras, et la douleur était aiguë, féroce. Le sentiment de perte m'a enveloppé, comme si j'étais aspiré dans l'abîme. Quand j'ai finalement réussi à pousser la porte, le clair de lune a inondé l'intérieur de la maison. Je me retournai et la scène était celle du désespoir. Richard était pris dans une danse macabre, luttant contre la force qui dominait maintenant son corps, et Margaret était à la merci de l'obscurité. Les larmes aux yeux, j'ai serré Henry contre moi et je me suis enfui, écoutant les cris qui résonnaient dans le chaos. La tragédie était inévitable, et lorsque nous avons franchi le seuil de sécurité, j'ai réalisé que la maison ne serait plus jamais la même. Le prix de la vie là-bas, sous le même toit qui contenait de telles horreurs, était bien plus élevé que ce que je pouvais me permettre. À la fin, la célébration s'est transformée en un rituel sacrificiel, et ces liens que nous considérions comme indestructibles ont été tachés de la marque de l'enfer. La nuit qui devait être une fête était maintenant marquée par une perte irrémédiable, et je savais que la vérité sur cette maison resterait cachée, comme un secret enfoui sous les planches. En levant les yeux vers le ciel étoilé, j'ai réalisé que certaines ombres ne disparaissent jamais. Ils attendent simplement, en silence, que le prochain anniversaire se manifeste. Dimanche soir, c'était censé être une tentative de réconciliation, de rapprochement, mais ça a fini par se transformer en quelque chose de complètement différent. Je suis Jacques Lefebvre, professeur d'université de 45 ans, marié à Marie depuis plus de 10 ans, père de 2 jeunes enfants, et jusque-là je pensais que la stabilité de ma vie de famille était un roc solide, même si récemment, des fissures avaient commencé à apparaître. Mais cette nuit-là, ces fissures se sont étendues en quelque chose de bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. J'avais organisé un dîner spécial. Ce n'était pas une occasion ordinaire. Je voulais que ce soit le moment de restaurer ce qui semblait être perdu. Nos enfants, Clément, 8 ans, et Amélie, 6 ans, étaient devenus de plus en plus distants, absorbés dans leur petit monde d'enfants,
tandis que Marie et moi avions perdu la complicité qui nous avait toujours unis. J'ai pensé qu'une soirée en famille, loin des distractions, pourrait être le début de quelque chose de mieux. Dès le début, cependant, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Il y avait une tension dans l'air que je ne pouvais pas expliquer, quelque chose de subtil qui nous éloignait les uns des autres, même à la même table. J'ai essayé de maintenir la conversation fluide, mais nos enfants étaient étrangement silencieux. Leur silence était troublant. C'est à ce moment-là que les sons ont commencé. Au début, ils étaient à peine perceptibles, comme un léger grattement, un bruit étouffé qui semblait provenir de l'intérieur des murs. J'ai regardé Marie, qui a froncé les sourcils, mais n'a pas commenté. Au fur et à mesure que nous versions le vin et que le dîner se déroulait, les sons continuaient, prenant de la force. Un son rythmé et constant, comme quelque chose de vivant qui se déplace derrière la surface. Cette fois, même les enfants semblaient le remarquer, la tête se tournant involontairement sur les côtés de la pièce. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda Clément, d'une voix petite mais pleine de malaise. J'ai essayé de l'écarter, disant que c'était probablement juste la vieille maison qui s'adaptait au froid de la nuit. Mais le bruit n'était pas courant. Il y avait quelque chose d'irrégulier en lui, quelque chose intentionnel. Marie se leva la première, marmonnant qu'elle allait voir d'où venait le son. Je l'ai suivie jusqu'au sous-sol, car c'était de là que le bruit semblait être le plus fort. La lumière vacilla au moment où nous descendîmes, comme si quelque chose dans la maison résistait à notre présence. Le sous-sol a toujours été un espace que nous évitions, gardant des souvenirs poussiéreux, des déchets oubliés. Alors que Marie éclairait le chemin avec une lampe de poche, j'ai ressenti une présence oppressante dans cet espace. Elle s'arrêta brusquement, pointant du doigt un coin sombre. Il y avait une petite ouverture dans le mur, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, comme si la maison avait caché ce secret pendant des années, attendant le bon moment pour le révéler. Nous nous sommes approchés de l'ouverture et le son est devenu plus clair, un bruit rythmé et répétitif, comme si quelque chose raclait doucement les parois intérieures. « Ça ne peut pas être normal », murmura Marie, la voix basse et tremblante. J'ai regardé par l'ouverture et j'ai vu ce qui semblait être des trous creusés dans la structure de la maison, de minuscules tunnels, comme si quelque chose s'y était déplacé, d'une manière organisée et méticuleuse. Pendant ce temps, les bruits dans la maison continuaient. Je savais qu'on ne pouvait pas les ignorer, mais ce qui me dérangeait, c'était à quel point le comportement de Clément et d'Amélie avait radicalement changé. Au moment où nous sommes remontés à l'étage, ses expressions avaient changé. Ils étaient immobiles à la table, les yeux fixes, sans cligner des yeux, fixant quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Un frisson m'a parcouru le dos. J'ai essayé de leur parler, mais c'était comme s'ils ne m'entendaient pas. Marie, de plus en plus effrayée, touche l'épaule de Clément, mais celui-ci s'éloigne, comme s'il était guidé par une force invisible. C'est alors que la lumière s'est complètement éteinte, nous plongeant dans l'obscurité. Le silence qui s'ensuivit fut insupportable. Ce n'était pas un silence ordinaire, c'était dense, suffocant, comme si nous étions surveillés de près. Soudain, le bruit sur les murs s'intensifia. Non plus un grattage, mais quelque chose de plus agressif, comme des coups sourds de l'intérieur de la maison, résonnant à travers le plafond et les murs, tandis que des pas légers résonnaient sur le parquet, comme si plusieurs petites silhouettes couraient d'un côté à l'autre. Le désespoir s'empara de Marie. Elle a essayé d'appeler la police, mais le téléphone était mort. L'obscurité et le bruit ont transformé la maison en prison. J'ai marché lentement vers la pièce principale, essayant de rester calme. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que nous ne comprenions pas encore. Au milieu de cette folie, un souvenir fragmenté a émergé. Il y a des années, lorsque nous avons emménagé, un vieux voisin avait commenté l'histoire de cette maison. Pendant l'occupation nazie, plusieurs maisons de Paris ont été utilisées comme cachettes ou même comme prisons informelles, avec des tunnels reliant les maisons souterraines. Mais cela semblait n'être qu'une rumeur, jusqu'ici. Avec la lampe de poche à la main, je suis retourné au sous-sol. Marie était derrière moi, désespérée, tenant dans ses bras l'un de ses enfants,
tandis que l'autre restait immobile dans la chambre. Je savais que quelque chose n'allait pas avec ce mur, et plus nous enquêtions, plus la terreur se rapprochait de nous. J'ai trouvé une vieille carte qui montrait la structure souterraine de notre maison, révélant qu'elle se trouvait au sommet d'un réseau complexe de tunnels, certains utilisés comme cachette pendant la guerre. Qu'est-ce qui s'y déplaçait? La réponse est venue rapidement et brutalement. Le mur finit par céder, révélant un espace caché. Là, blotti et mal identifié, se trouvait ce qui semblait être le squelette de quelqu'un. Un survivant des temps sombres, une victime d'un passé oublié. Mais ce n'était pas ce qui nous terrifiait. C'était ce qu'il y avait à l'intérieur des murs. Quelque chose qui s'était réveillé après des décennies d'oubli. Marie se mit à pleurer, serrant Clément plus fort, tandis que moi, impuissant, je regardais l'horreur déterrée. Le bruit sur les murs cessa brusquement, comme s'il eût été satisfait de la découverte. Mais ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Clément et Amélie se mirent à murmurer des mots qui n'avaient aucun sens, comme s'ils répondaient à quelque chose qu'ils étaient les seuls à entendre. Nous ne pouvions plus le nier. La maison, ses secrets, les tunnels, tout était vivant d'une manière ou d'une autre, éveillé. Le dîner de famille que j'avais espéré restaurer notre harmonie a fini par nous détruire. Ce qui a commencé comme une tentative de réconciliation familiale s'est terminé par l'effondrement de tout ce que je pensais savoir. Je ne sais pas si je pourrais un jour regarder cette maison, ma famille, de la même manière. Quelque chose a été déterré cette nuit-là, quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé. Ce voyage devrait être une pause bien méritée. Je ne suis pas le genre de personne qui s'accorde beaucoup de temps libre, mais j'en avais besoin. Un week-end à la montagne, pas de téléphone, pas d'échéance, juste moi, mon mari et nos 2 enfants. Le chalet, situé dans un coin reculé de Charlevoix, semblait être le choix idéal pour se détendre et raviver l'unité familiale, qui avait été affaiblie par les rythmes frénétiques de la ville. Quand nous sommes arrivés, la cabane était exactement comme je me souvenais de la dernière fois que nous l'avons louée, il y a des années. Il avait un charme rustique, avec des boiseries anciennes mais fermes. L'isolement était parfait. Dehors, un paysage blanc et paisible. L'air glacial du Québec nous fendait le visage, mais la chaleur de la cheminée fraîchement allumée nous enveloppa bientôt. En regardant les enfants jouer avec Philippe, je me suis senti soulagé. Enfin, un moment pour nous tous de nous déconnecter. Les premières heures se sont écoulées tranquillement, mais à la tombée de la nuit, le temps a tourné. Le blizzard est arrivé plus tôt que prévu, recouvrant rapidement tout ce qui se trouvait autour de la cabane d'une couverture dense et menaçante. J'ai ressenti un frisson, mais j'ai essayé de l'ignorer. C'est juste une tempête, ai-je pensé. Nous y étions préparés, n'est-ce pas? Il y avait assez de nourriture, la cheminée brûlait et la cabane, bien que vieille, semblait en sécurité. Juste après le dîner, la lumière a fait sa première fissure avant de s'éteindre complètement. Les enfants ont commencé à se plaindre, la peur visible dans les yeux de chacun. Philippe, toujours optimiste, prend une lampe de poche et allume des bougies. « Ne vous inquiétez pas, ça va être amusant. Un week-end à l'ancienne, hein ?» Mais le sourire sur son visage ne cachait pas sa nervosité. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la chaleur de la cheminée devenait de plus en plus cruciale. La tempête hurlait dehors, le vent s'écrasant violemment contre les fenêtres. La cabine semblait craquer sous le poids de la neige accumulée. J'essayais de lire un livre à la lueur d'une bougie, mais mes yeux dérivaient constamment vers l'obscurité derrière les fenêtres. Quelque chose n'allait pas, un sentiment d'être observé. Il a rejeté la pensée comme étant de la paranoïa causée par l'isolement, jusqu'à ce que je le voie. Au début, c'était une lueur faible et lointaine, comme si quelque chose vacillait entre les arbres neigés. Peut-être que c'est le reflet de la glace, ai-je pensé. Mais quand la lueur est revenue, cette fois plus proche, accompagnée d'un son qui ne semblait pas naturel, je me suis figé. Ce n'était pas le vent. « Philippe, murmurai-je pour ne pas effrayer les enfants, tu as vu ça ?» Il s'approcha de la fenêtre, mais ne vit rien d'autre que de la neige qui tombait. « Ce doit être ton imagination, a-t-il dit, essayant de paraître indifférent.
mais le léger tremblement dans sa voix n'est pas passé inaperçu pour moi. Je savais qu'il y avait quelque chose là-bas. Quelques heures plus tard, les enfants s'endorment enfin. La chaleur de la cheminée luttait contre le froid implacable. J'étais sur le point de m'assoupir quand un bruit fort m'a fait sursauter. C'était comme si quelque chose avait égratigné le côté de la hutte, un bruit profond et déchiré qui résonnait à travers les murs en bois. Philippe se leva d'un bond, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'était » Il a chuchoté, sachant déjà que je n'avais pas la réponse. Je suis allé à la porte et je me suis arrêté. Mes pieds nus gelaient sur le parquet, mais je remarquais à peine le froid. Quand j'ai ouvert le rideau de la petite fenêtre à côté de la porte, j'ai senti le sang couler de mon visage. Il y avait de profondes marques sur le bois à l'extérieur, comme si quelque chose ou quelqu'un avait essayé de rayer l'entrée. Philippe, derrière moi, gardait le silence. Il savait maintenant que ce n'était pas seulement une tempête. Il y avait quelque chose là-bas. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il a crié, mais je n'ai pas eu de réponse immédiate. Un second son, plus proche cette fois. Quelque chose tournait autour de la cabane, comme un prédateur rôdant dans sa proie. Ma respiration était irrégulière, mon cœur s'emballait. Je devais protéger ma famille. Je devais garder tout le monde en vie. Puis vint le bruit le plus terrifiant de tous, un grognement sourd et profond qui se répercuta dans la cabine comme un tonnerre étouffé. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de rassembler mon courage. Je ne pouvais pas céder à la peur. Quand j'ai rouvert les yeux, Philippe regardait la vitre avant. « Claire, dit-il d'une voix tremblante, il y a quelque chose. Dehors, en m'approchant, le cœur battant dans ma gorge, j'ai vu. La forme sombre et énorme de quelque chose qui ressemblait plus à une ombre difforme que n'importe quelle créature que j'avais jamais vue. Il était immobile, les yeux brillants dans l'obscurité, observant. Le silence était écrasant. Pas d'autre bruit que le vent à l'extérieur et le crépitement de la cheminée. Puis, comme si on lui donnait un ordre silencieux, la chose avança, s'écrasant contre la fenêtre avec une force énorme. Le verre s'est fissuré, mais il ne s'est pas brisé. Philippe a couru pousser un meuble contre la fenêtre, tandis que je tenais la hachette, ne sachant presque pas quoi faire. Les enfants se réveillaient, pleuraient. La panique se répandait rapidement dans la cabine. Le bruit de la chose à l'extérieur est devenu frénétique, essayant d'entrer par tous les moyens. « Nous avons besoin d'un plan !» cria Philippe en sueur, la voix pleine de désespoir. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver une solution. La chaleur. La chose semblait attirée par la chaleur. J'ai pris une couverture et l'ai roulée en m'approchant de la cheminée. Philippe a compris ce que j'avais l'intention de faire et a hoché la tête. J'ai allumé la couverture avec la flamme, la jetant par la porte ouverte de la cabine. Le feu allumé attira la créature, qui sortit par la fenêtre et s'avança dans la lueur. Le bruit de pas lourds dans la neige qui s'éloignait fut un soulagement momentané. Mais nous savions que cela ne durerait pas. Avec ce qui nous restait de force, nous avons empilé des meubles contre la porte et les fenêtres, tenant la créature à distance assez longtemps. La tempête à l'extérieur a continué à rugir, mais finalement le bruit du prédateur a disparu. La cabine semblait enveloppée d'un silence étouffant. J'ai regardé ma famille, encore en vie, mais transformée. Je savais que nous ne verrions jamais cet endroit de la même manière. Cette nuit-là, c'était la dernière fois que nous allions envahir un territoire qui appartenait clairement à une autre force, quelque chose d'inhumain et de primitif qui n'aurait pas dû être perturbé. L'ancienne ferme de la famille Muller se dressait comme un monument à la décrépitude. Ses murs étaient recouverts de lierre et le bois était sombre et patiné. Quand j'arrivais, au crépuscule, un épais brouillard commença à se dissiper, enveloppant l'endroit d'un manteau de mystère et de désolation. Le murmure du vent semblait faire écho aux rires passés, mais l'atmosphère était loin d'être accueillante. C'était l'ombre de ce qu'il avait été auparavant, un refuge désormais inhabité qui recelait de sombres secrets. Je suis Hans Müller, le patriarche de la famille, et à 45 ans, j'étais l'aîné des 3 frères. Depuis le décès de nos parents, le poids de la responsabilité est tombé sur mes épaules, et maintenant,
j'avais la tâche ingrate d'organiser cette réunion pour discuter de l'avenir de la propriété. Mes sœurs Anja et Greta sont venues de différentes villes, chacune accompagnée de son conjoint et de ses enfants, créant ainsi une toile de fond parfaite pour la tension. L'objectif était clair, vendre la ferme et passer à autre chose. Cependant, les souvenirs cachés qu'elle gardait étaient sur le point d'émerger et de transformer notre rencontre en une horreur psychologique. Lorsque nous sommes entrés dans la maison, l'air était imprégné d'une odeur de moisi, un mélange de nostalgie et de désespoir. Anja, toujours pragmatique, a commencé à se disputer sur la valeur vénale de la propriété, tandis que Greta, la cadette, avec son esprit rebelle, insistait pour que la ferme soit préservée, héritage de notre enfance. Dès le début, l'atmosphère était chargée de petits désaccords, de paroles prononcées au milieu de sourires forcés, comme si chacun essayait de sauver les apparences, alors que les secrets de famille n'étaient que déguisés, pas oubliés. Pendant le dîner, les conversations sont devenues plus sombres. Le ton de la voix s'est amélioré à mesure que nous commencions à nous rappeler les anciens incidents qui avaient marqué notre enfance. Il y avait un sujet que tout le monde évitait, la mort mystérieuse d'une femme de chambre qui avait disparu alors que nos parents étaient encore en vie. À ce moment-là, alors que les enfants exploraient la maison, ne sachant pas ce qui se passait réellement, des souvenirs inconfortables ont commencé à refaire surface. Les enfants, agités et curieux, ont découvert un passage secret vers le sous-sol. Les rires se changèrent bientôt en cris lorsqu'un vieux cahier, dont les pages avaient été arrachées, et des vêtements qui semblaient appartenir à quelqu'un bien avant notre époque furent apportés dans la pièce. L'image d'une femme, de la servante disparue, hantait mon esprit, mais j'essayais de rester calme. Comme le patriarche, mon besoin de maintenir la paix est devenu presque palpable. Quand Anja a commencé à se demander pourquoi nous n'avions jamais parlé de l'incident, l'atmosphère est devenue encore plus tendue. L'accusation selon laquelle j'en savais plus que ce que je disais m'a fait battre le cœur. Le regard d'Anja était rempli de suspicion, et la pièce sembla se rétrécir à mesure que les mots lourds se répandaient. Les enfants, ne comprenant toujours pas la gravité de la situation, ont apporté d'autres objets du sous-sol, révélant des secrets enfouis. La tension a finalement explosé quand Anja m'a directement accusé de cacher la vérité. « Tu sais ce qui lui est arrivé, Hans ?» cria-t-il, les yeux brillants d'indignation. L'environnement est devenu oppressant, et ce qui était censé être une réunion de famille s'est transformé en un tribunal de poursuite. À ce moment-là, une vague de désespoir m'a envahi. Les mots étaient sur le point de sortir, mais j'ai hésité, car je savais que ce que j'avais à dire pouvait détruire encore plus nos liens. La situation n'a fait que se détériorer. Ce qui a commencé comme une simple réunion de famille pour discuter de la vente de la ferme s'est rapidement transformé en chaos. Les accusations sont devenues plus intenses. « Vous l'avez tué, n'est-ce pas ?» dit Greta avec un regard terrifié. La nuit n'était plus une réunion de famille, mais un cauchemar de révélations et de peur émergeant de l'obscurité. La chaleur de la discussion commença à se mêler au froid de la pièce, comme si la maison elle-même respirait sous l'effet de la tension croissante. Et puis, comme coup de grâce, les enfants ont apporté des vêtements qui avaient l'air humains, des restes qui n'auraient jamais dû être retrouvés. Sur le cahier, il y avait quelque chose d'écrit, des mots qui semblaient résonner dans mon esprit comme un murmure. La révélation était insupportable. Anja et Greta se tenaient devant moi, les yeux écarquillés, attendant une réponse, mais il n'y avait aucun moyen de justifier ce qui s'était passé. J'avais le cœur lourd comme une ancre, et je savais que tout s'écroulait autour de moi. « C'était un accident », criai-je en essayant de me défendre. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Mais les mots sont tombés dans l'oreille d'un sourd. La confiance qui avait existé entre nous a été brisée. À chaque mot, à chaque cri, j'avais l'impression qu'un tissu sombre recouvrait notre famille, nous déchirant une fois pour toutes. Nous avons essayé de sortir de la ferme, d'échapper à l'atmosphère suffocante qui s'était installée, mais la porte était fermée à clé. La voiture ne fonctionnait pas, les clés avaient disparu. La réalité a commencé à s'installer. Nous sommes restés coincés ici jusqu'à l'aube.
La peur est devenue une présence constante, une ombre qui nous suivait à chaque mouvement. Les voix autrefois joyeuses étaient devenues des lamentations, et le lieu qui était censé être notre refuge était devenu une prison de nos propres secrets. L'aube est venue, et avec elle le silence. L'air était lourd de la tension non résolue et du poids de nos secrets non dits. Ce qui restait de notre unité familiale s'est désintégré. En regardant dans les yeux de mes sœurs, je n'ai vu que l'écho d'un amour perdu, le désespoir devenant un cri assourdissant dans nos cœurs. La ferme, autrefois remplie de rires, était maintenant un mausolée de souvenirs et de regrets. Le lendemain matin, quand nous avons finalement réussi à sortir, tout avait changé. La vente de la propriété n'a plus d'importance. Les liens qui unissaient autrefois la famille étaient maintenant déchirés. Les visages que l'on connaissait autrefois étaient maintenant étranges, et le souvenir de la nuit précédente nous pesait comme un sombre manteau. Moi, Hans Müller, le patriarche, j'étais maintenant un homme isolé, sans famille, sans lien. Je savais que le poids de mon secret avait été révélé, mais au prix de la destruction de tout ce que j'avais construit. La ferme, devenue une ruine de souvenirs, nous regardait s'éloigner, ses murs retenant les voix de nos discussions et les murmures d'un passé que nous ne pourrions jamais effacer. L'horreur psychologique qui a émergé cette nuit-là allait devenir une partie de nous, une tâche qui nous accompagnerait pour le reste de notre vie. Alors que nous nous éloignions de notre héritage, les mains vides et le cœur lourd. En cette nuit d'automne, la maison de campagne de la famille Rossi, nichée dans les collines toscanes, ressemblait plus à un personnage qu'à un décor. Le soleil se coucha lentement, enveloppant l'ancienne structure de pierre d'un manteau doré qui ne pouvait cacher la décomposition derrière les murs. À chaque pas que je faisais vers la porte, je ressentais le poids de l'histoire familiale, ses joies et ses peines, et surtout le désir que la célébration de l'anniversaire de mon père Enrico soit un moment d'unité et de réconciliation. Je suis Maria Rossi, la fille aînée, et pendant longtemps je me suis considérée comme la tutrice de la famille. Mais cette responsabilité a commencé à me sentir comme un fardeau. L'odeur de moisi qui flottait dans l'air semblait crier pour des souvenirs oubliés. Et chaque craquement du plafond me rappelait que le temps avait laissé sa marque non seulement sur la maison, mais aussi sur nous. Enrico, aujourd'hui âgé de 68 ans, était assis au bout de la table, le regard lointain, comme s'il naviguait sur des mers inexplorées. Les enfants de mon frère, Carlo, couraient dans la maison, riant et plaisantant, une scène qui était censée apporter de la joie, mais au lieu de cela, elle m'a serré le cœur. Dans un coin de la pièce, Luca, mon mari, était plongé dans ses pensées. Je savais qu'il avait l'esprit bien loin, qu'il pensait aux dettes qui pesaient sur nous et à son insistance à vendre la maison pour se débarrasser des contraintes financières. Lorsque nous nous sommes assis à table, les souvenirs d'enfance ont commencé à couler comme du bon vin. Vous vous souvenez des nuits où nous racontions des histoires pendant que le vent hurlait dehors ? Demandai-je, essayant d'allumer une étincelle de nostalgie. Mais ce qui était censé être un moment de célébration allait bientôt devenir un champ de bataille. Pourquoi n'avez-vous jamais osé vivre en dehors d'ici, Maria ? Interrogea Carlo, la voix pleine de mépris. Vous auriez pu faire tellement plus de votre vie. Ces paroles ont coupé comme un couteau. Les souvenirs de mon père qui me soutenait toujours, préférant Carlo en tout, revenaient très fort. J'avais besoin de rester calme, mais la frustration s'accumulait en moi, une cocotte minute sur le point d'exploser. La conversation s'est poursuivie et la tension a augmenté lorsque nous avons parlé de rêves et d'attentes non réalisées. Pendant ce temps, mes enfants, lassés par les conversations des adultes, ont décidé d'explorer la maison. L'un d'eux, Luca, l'aîné, a apporté une clé qu'il a trouvée sur la table d'entrée. « Maman, nous avons trouvé une pièce fermée à clé !» s'exclame-t-il avec l'excitation de quelqu'un qui découvre un trésor. Avant que je puisse intervenir, les enfants ont ouvert la porte de l'ancien bureau d'Enrico. Le bruit des papiers qu'on fouillait dans le couloir et un frisson me parcourut le dos. Je connaissais ces lettres, ces souvenirs qui n'étaient pas destinés à être mis en lumière.
Les enfants de Carlo ont commencé à lire à haute voix. Cher Enrico, commençait l'une des lettres. Mon cœur s'est emballé. À chaque mot, l'atmosphère dans la pièce devenait plus lourde. Les secrets que mon père gardait, la maîtresse qu'il avait eue pendant des années, tout a commencé à se dérouler. Le regard de Carlo se transforma en un mélange d'incrédulité et de colère. « Comment as-tu pu, papa ?» Il se tourna vers Enrico, la voix tremblante. « Vous avez trahi notre mère, vous avez trahi la confiance de nous tous. » L'atmosphère est devenue insupportable, et j'ai eu l'impression d'être tous sur un champ de bataille, nos mots comme des balles qui frappent la tête. Enrico, avec sa faiblesse physique et émotionnelle, est resté silencieux. L'homme qui avait été le pilier de notre famille semblait maintenant comme un spectre, le regard perdu dans un abîme de regrets. Lucas, pour sa part, semblait plus préoccupé par son avenir financier que par son avenir émotionnel. « Nous pouvons vendre cette maison et laisser tout cela derrière nous », a-t-il suggéré, la voix froide et calculatrice. Les mots de Lucas étaient comme de l'acide sur mes blessures. Je ne voulais pas vendre la maison. Je ne voulais pas transformer notre maison en une marchandise. Mais ce que je voulais vraiment, c'était un père qui s'était battu pour sa famille, qui ne nous avait pas apporté ce poids. Les accusations ont continué à affluer et le chaos s'est ensuivi à la table. Dans cette tempête de mots, j'ai vu ce que j'avais toujours craint, la destruction de tout ce que nous tenions autrefois pour sacré. Et puis, comme si la maison elle-même ressentait le poids des révélations, Enrico commença à se tortiller sur sa chaise. Le temps a semblé s'arrêter alors que je regardais son visage perdre sa couleur. « Papa !» criai-je, mais ma voix était engloutie par la panique. En quelques secondes, il s'effondra sur la table, l'assiette de nourriture lui glissant de la main. Le choc a traversé la pièce comme une vague. Les combats cessèrent brusquement et il ne restait plus qu'un silence oppressant et pesant. La maison, qui était censée être un symbole d'unité, était devenue un tombeau de souvenirs et de regrets. Au moment où le médecin est arrivé, il était trop tard. Enrico est parti, nous laissant avec un héritage de douleur et de ressentiment. Alors que les proches se dispersaient, il n'y avait plus les rires des enfants, mais seulement la triste réalité de la perte. La maison de campagne a été abandonnée. Personne ne voulait y retourner. Ce qui aurait dû être notre refuge, un espace d'amour et d'unité, est maintenant un monument au désespoir et au silence. La relation entre Carlo et moi, qui était déjà fragile, s'est brisée. La trahison et la mort d'Enrico ont laissé des cicatrices qui n'ont pas pu être guéries. Les années ont passé, mais la douleur de cette nuit résonne encore dans mon esprit. Chaque fois que je regarde les collines de la Toscane, je ressens un pincement dans mon cœur. La maison était devenue un symbole de tout ce que nous ne serions jamais. Une famille unie, capable de pardonner et d'aller de l'avant. Au lieu de cela, nous portons le poids des secrets et des trahisons, un fardeau qui nous accompagne partout où nous allons. Dans la pénombre de la maison isolée où j'ai grandi, les murs recélaient des secrets que je préférais oublier. À chaque anniversaire, un nouveau fardeau s'ajoutait à l'ancien. Et maintenant, à 35 ans, la responsabilité d'offrir une journée parfaite à ma mère, Margaret, me consumait. La nuit s'annonçait magique, même si les tensions familiales planaient toujours comme un nuage noir. Chaque membre de la famille avait sa propre histoire, et les rancunes accumulées au fil des ans sont devenues plus évidentes à des dates comme celle-ci. Henri, mon fils de 6 ans, a sauté autour de la table avec excitation. Son innocence était un phare au milieu de la tempête d'émotions qui menaçait de nous engloutir. En rangeant la vaisselle, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les ombres dansantes sur les murs, comme si la maison respirait, attendant quelque chose qui n'était pas d'humeur à être accueilli. Margaret arriva à l'heure, son sourire illuminant la pièce, mais la tension ne tarda pas à s'installer lorsque sa sœur, Susan, fit une entrée triomphale. Le regard de mépris qu'il a échangé avec mon frère, James, n'est pas passé inaperçu. L'atmosphère chargée devenait de plus en plus lourde à mesure que nous nous asseyions à la table. L'odeur du rôti parfumait l'air, et je fis de mon mieux pour garder la conversation légère. Au fur et à mesure que le dîner avançait,
les lumières ont commencé à s'éteindre. D'abord un clignement des yeux, puis un autre, jusqu'à ce que finalement, l'obscurité s'empare de la maison. Un silence oppressant a suivi la panne de courant et un sentiment de claustrophobie s'est installé. L'obscurité n'était pas seulement l'absence de lumière, c'était palpable, presque comme une présence qui se déplaçait entre nous. Ce n'est qu'une panne de courant, j'ai essayé de rassurer tout le monde, mais ma voix tremblait. Henry était à côté de moi, et je pouvais entendre sa respiration rapide. Lui, cependant, avait l'air différent. Avec un regard mêlant curiosité et crainte, il se mit à murmurer quelque chose, comme s'il parlait à quelqu'un qui n'était pas là. Mon cœur s'est emballé quand j'ai réalisé que son expression était celle de l'enchantement. « Henry, chéri, qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je, essayant de rester calme. Il ne répondit pas, continuant simplement à regarder un coin de la pièce. C'est alors qu'une vague de froid a traversé la pièce, nous faisant tous frissonner. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale et l'instinct protecteur me saisit. Il y avait quelque chose de plus qu'une simple panne de courant. Les ombres ont commencé à se tordre, formant des formes indistinctes qui semblaient s'approcher de nous. C'était comme si la maison elle-même se nourrissait de notre peur. Un murmure fendit le silence, et un froid glacial enveloppa mon corps. Les voix de ma famille ont commencé à résonner, déformées et dénuées de sens. Et puis, dans un moment de pure confusion, l'une des ombres s'est matérialisée sous la forme de l'un des invités, mon oncle Richard. Ses yeux étaient vitreux et un sourire sinistre se forma sur ses lèvres. La présence démoniaque s'était emparée de lui, et il se mit à rire, un rire qui n'était pas humain. Le chaos s'est ensuivi à la table, avec des cris et des tentatives pour le contenir. Margaret commença à réciter des prières, mais ses paroles furent englouties par le rire grotesque de Richard. J'avais l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. « Henry, viens avec moi !» criai-je en l'attirant à mes côtés, mais il était paralysé, comme sous le charme de cette entité. « Henry, tu dois t'en sortir !» Mais il regardait Richard avec admiration, comme hypnotisé. La présence démoniaque a commencé à se manifester physiquement et la pièce a été remplie d'une énergie oppressante. La lumière qui vacillait encore semblait être une sorte de reflet déformé de la réalité, comme si le temps et l'espace étaient façonnés par quelque chose de maléfique. La tension s'est accrue lorsque Richard a commencé à réciter des mots dans une langue qui n'était pas de ce monde, invoquant quelque chose qui était bien au-delà de ce que nous pouvions comprendre. La famille paniquait, mais la lutte pour la santé mentale semblait stérile. Je ne comprenais pas ce qui se passait, seulement que nous devions sortir de là le plus vite possible. Une voix murmurait dans mon esprit, essayant de me convaincre d'abandonner mon fils. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. À mesure que l'obscurité grandissait, le désir de protéger Henry se renforçait. « Vous avez besoin d'un sacrifice », insista la voix, sa présence devenant de plus en plus insupportable. Richard, ou celui qui s'occupait de lui, se tourna vers moi, les yeux noirs comme le vide. Il m'a regardé, et dans ce regard, il y avait une promesse de douleur. Quelqu'un devra payer. L'atmosphère dans la pièce est devenue de plus en plus oppressante, et l'obscurité a commencé à se solidifier, formant des griffes qui semblaient vouloir m'attraper. Je devais lutter contre cette influence. Sur un coup de tête, j'ai jeté un bocal en verre contre le mur, et le bruit du verre brisé a résonné comme un cri dans la nuit. Tout le monde regarda, et le moment de distraction fut suffisant pour qu'Henry bouge enfin. « Maman !» il cria, sa voix résonnant comme une lumière dans l'obscurité. J'ai couru vers lui, mais l'ombre que possédait Richard s'est déplacée rapidement avançant vers moi. J'ai concentré toutes mes forces sur mon corps et j'ai repoussé Henry, essayant de protéger mon fils à tout prix. Le combat a été brutal. Richard s'avança, sa force surnaturelle s'intensifiant. J'ai essayé d'esquiver, mais la présence démoniaque était comme une tempête. Les murs de la maison semblaient palpiter, et je savais que ce combat n'était pas seulement physique. C'était une bataille pour notre santé mentale, pour notre vie. Alors que j'essayais de tenir Richard à distance, une vague de douleur a parcouru mon corps. « Fais un sacrifice, Abigail », murmura de nouveau la voix, plus insistante. L'idée de perdre quelqu'un était insupportable, mais l'enjeu était bien plus grand.
L'ombre autour de moi semblait se nourrir de ma peur, et un choix s'est formé dans mon esprit. Sacrifier l'un de mes proches ou les perdre tous. La nuit de célébration s'est rapidement transformée en un rituel sombre. Tout le monde autour de moi était perdu dans sa propre bataille, et à ce moment-là, j'ai réalisé que certains liens familiaux étaient écrits dans le sang. Chaque respiration devenait plus difficile, et les ombres semblaient se déplacer frénétiquement. « Richard !» j'ai crié, ma voix se brisant d'urgence. « Combattez-le, tu n'es pas lui !» Mais le rire qui résonnait dans sa bouche était celui de quelque chose qui n'était plus humain. Il a commencé à avancer, et j'ai pu voir la gloire de la perdition dans ses yeux. C'est alors que Margaret se leva, sa voix tranchante résonnant dans l'air. « Assez !» a-t-elle crié. La présence environnante semblait hésiter, même si ce n'était que pour un bref instant. Sa détermination a semblé résonner, et je l'ai vue comme la femme forte qu'elle avait toujours été. Le regard déterminé, elle se tourna vers Richard, et sa voix s'éleva dans une prière ancestrale, un appel à la protection. La lumière sembla vaciller et la présence démoniaque hésita. Il n'en fallait pas plus pour agir avec cette faiblesse. « Henry, viens avec moi !» J'ai crié et j'ai éloigné mon fils de la scène chaotique. J'avais besoin d'arriver à la porte, j'avais besoin de sortir de cet endroit. Mais en un instant, la réalité s'est effondrée. Le temps s'est arrêté alors que la présence démoniaque se précipitait vers nous. Le sacrifice était sur le point d'être accompli, et la maison, avec ses murs anciens, semblait se réjouir de la ruine imminente. Avant que je puisse réfléchir, quelque chose m'a coupé le bras, et la douleur était aiguë, féroce. Le sentiment de perte m'a enveloppé, comme si j'étais aspiré dans l'abîme. Quand j'ai finalement réussi à pousser la porte, le clair de lune a inondé l'intérieur de la maison. Je me retournais et la scène était celle du désespoir. Richard était pris dans une danse macabre, luttant contre la force qui dominait maintenant son corps, et Margaret était à la merci de l'obscurité. Les larmes aux yeux, j'ai serré Henry contre moi et je me suis enfui, écoutant les cris qui résonnaient dans le chaos. La tragédie était inévitable, et lorsque nous avons franchi le seuil de sécurité, j'ai réalisé que la maison ne serait plus jamais la même. Le prix de la vie là-bas, sous le même toit qui contenait de telles horreurs, était bien plus élevé que ce que je pouvais me permettre. À la fin, la célébration s'est transformée en un rituel sacrificiel, et ces liens que nous considérions comme indestructibles ont été tachés de la marque de l'enfer. La nuit qui devait être une fête était maintenant marquée par une perte irrémédiable, et je savais que la vérité sur cette maison resterait cachée, comme un secret enfoui sous les planches. En levant les yeux vers le ciel étoilé, j'ai réalisé que certaines ombres ne disparaissent jamais. Ils attendent simplement, en silence, que le prochain anniversaire se manifeste.